Nous allons étudier aujourd'hui la possibilité de réaliser un livre avec le logiciel Lightroom. Ce logiciel fait partie de la série des logiciels d'Adobe. Alors bien sûr, nous ne verrons que la partie technique. Je laisse le soin à votre créativité de concevoir la partie artistique et de faire de très beaux livres. Nous allons débuter une formation pour créer un livre photo dans le logiciel Lightroom d'Adobe. Je vous propose un programme qui s'étalera bien sûr sur plusieurs séances et que vous pourrez consulter très facilement grâce à ce tuto. Alors au programme, la préparation des images avant même de les importer dans Lightroom. Nous verrons une méthode qui n'est pas la seule d'ailleurs, vous pourrez en utiliser d'autres, mais celle-là me paraît être relativement efficace et simple. Tout dépend du développement de vos photos, si vous les faites dans Lightroom ou si vous les faites dans Photoshop. Mais dans les deux cas, vous pouvez faire un dossier séparé qui vous permettra de faire l'importation ensuite dans la bibliothèque de Lightroom. À partir de là, nous serons obligés de créer une collection livre, car le module livre ne fonctionne qu'à partir d'une collection et non pas à partir de la bibliothèque de Lightroom. Alors, je vous montrerai comment jongler avec les collections pour les manipuler. Ensuite, nous créerons bien sûr un livre automatiquement. Nous verrons à ce moment-là le fonctionnement de l'interface pour bien manipuler les images. Et à partir de là, il y a des sous-modules dans le module livre qui sont les paramètres du livre, les dispositions automatiques que l'on peut modifier bien sûr et personnaliser, la mise en page, les repères et cellules, texte et légende, maîtriser la typographie, l'arrière-plan et les modifications groupées. Vous pourrez consulter bien sûr ce tutoriel tout au long de votre formation et je souhaite que vous puissiez donc trouver dans ce tutoriel la facilité de la maîtrise de votre formation et ainsi pouvoir tout au fil de vos réalisations la consulter. Je vous souhaite du courage et de la persévérance. Nous allons attaquer la formation par la préparation des images. Nous allons donc démarrer ce premier chapitre pour la préparation des images. Il y a plusieurs méthodes, je vous en montre une qui consiste à créer un dossier. Alors dans un disque dur, en l'occurrence moi je l'ai mis dans la formation, j'ai donc créé des dossiers. Alors je mon dossier images, sélectionner des images, donc là ici j'ai des images différentes, elles sont en règle générale en JPEG, mais comme vous voyez on peut avoir une image en PSD, on peut avoir des images en PDF, ça donne beaucoup de souplesse car Lightroom est capable de lire tout ça. Donc on prépare son dossier de la façon suivante, il faut que les images sélectionnées à partir de votre production aient été développées. Alors vous pouvez les développer dans Lightroom, vous les développer dans Photoshop ou dans tout autre logiciel de votre choix pour que ces images soient de qualité. Il est évident que si ce n'était pas le cas, vous seriez ensuite obligé de réaliser le livre et de faire en sorte qu'à la fin de votre travail, vous recommenciez à faire de la netteté, de la définition, de la gestion des couleurs, etc., etc. Dans ce tutoriel, je pars du principe que toutes ces connaissances vous sont acquises et que vous maîtrisez parfaitement le développement des photos. À partir de là, comment constituer ce dossier? Les conseils que je peux vous donner, c'est vous allez avoir dans un livre, vous allez avoir une couverture, vous allez avoir un sommaire, vous allez avoir des textes, vous allez avoir une fin, donc tout ça, il faut le réaliser et si possible le mettre dans l'ordre en faisant une numérotation. Bon, si ce n'est pas possible, on pourra toujours au moment de la réalisation du livre modifier. Mais plus on prépare le travail correctement, plus c'est facile après.
En ce qui concerne la réalisation des textes, si vous avez des textes, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donc le faire sous forme d'un PSD, comme ceci, et ça sera considéré comme une image quand vous l'importerez dans votre livre. Vous pouvez le faire sous forme d'un PDF, pareil, même définition. Maintenant, on a aussi la possibilité directement d'importer par un copier-coller des textes qu'on prend sur Internet. Ça peut aider énormément. Et bien entendu, on peut directement, dans Lightstrom, avec l'outil texte, taper son propre texte. Voilà les différentes méthodes pour réaliser ce type de présentation. Donc, à partir de là, vous avez un dossier qui est bien fait, dans lequel vous allez avoir peut-être de nouveaux dossiers, d'autres éléments que nous mettrons à la suite, et je vous montrerai comment constituer tout ça, étant entendu que c'est ensuite beaucoup plus facile, car vous pouvez, pour réaliser un livre, le faire sur une journée, mais vous pouvez le faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et donc, il est intéressant d'avoir un classement facile à retrouver pour réaliser ce travail. À partir du moment où le dossier est créé, il va être simple de les importer dans le catalogue de Lightstrom. Et pour ça, vous devez savoir importer vos photos. Bon, là, je pars d'un catalogue totalement vierge. C'est ce que je conseille. Ça évite d'avoir un mélange de photos et d'images avec celles que vous auriez éventuellement stockées au préalable. Mais les deux méthodes sont tout à fait valables. Mais j'aime bien simplifier les choses. Donc là, il suffit d'importer. Cherchez votre dossier classique. Donc ici, je suis dans ce dossier. Je suis dans la formation. Je suis dans la formation Lightstrom. Et je suis dans les images. Voilà. Donc ici, mes images, comme vous voyez, toutes les photos sont validées. Si je fais ça, elles ne sont plus validées, mais ça, vous devez le savoir. Et il suffit d'importer toutes ces images. Et là, j'ai la totalité de ce que j'ai prévu dans mon dossier qui va être enregistré. C'est donc une méthode très simple et très efficace. Bien sûr, vous pourrez rajouter d'autres photos, en supprimer. Tout est possible. Nous verrons ça dans un autre chapitre. Nous allons donc attaquer maintenant la création d'une collection. En effet, Lightstrom, pour travailler dans le module livre, nous oblige à créer une collection qui, elle, va se transformer ensuite en livre. Donc pour cela, nous allons dans la partie collection. Alors là, ici, si vous voulez, par facilité, on peut se mettre en mode solo. Ça évite que quand on ouvre, vous voyez, différents trous, ça se referme. Mais dans certains cas, le mode solo est un peu gênant. Et moi, j'aime bien des fois avoir la possibilité d'ouvrir et le catalogue et les collections. Voilà. Donc ici, on va créer donc une collection. Mais alors, au début, je pense qu'il est préférable de créer plutôt un ensemble de collections et qui sera le dossier général, et on créera des collections qui seront des sous-dossiers. Ça permet de préparer des collections différentes avec des projets différents, et donc c'est plus agréable. Donc ici, l'ensemble de collections, on va l'appeler mes livres, tout simplement, par exemple. Mes livres. Dans un ensemble de collections, non, tout simplement. Bon, on crée cet ensemble. Donc il n'y a aucune photo, bien sûr, de sélectionner. Alors, comment faire moi, je vais donc créer maintenant un sous-dossier. Donc, une collection. Je vais donc créer une collection que je vais appeler livres Équateur. Livre Équateur. Alors, dans un ensemble,
et définir comme collection cible. Alors ça, c'est important lorsqu'on a plusieurs livres et que l'on ramène des images. Automatiquement, en sélectionnant l'image, elle ira automatiquement dans la cible. Mais là, ici, je vais faire l'exemple sur deux livres. C'est pas important, mais c'est intéressant des fois de cocher cette case. Donc ici, pareil, j'ai créé un livre Équateur, mais ce livre Équateur, bien sûr, n'a aucune photo. Donc je sélectionne mes images, je fais un CTRL A, et je glisse dans mon livre Équateur, voilà, je glisse toutes mes images. J'ai donc maintenant un sous-dossier qui va me permettre, nous verrons tout à l'heure, de dupliquer. Alors si on fait un clic droit ici, on ne peut pas dupliquer. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut dupliquer ce livre et avoir 2-3 exemplaires. Nous ferons la même opération avec le livre famille qui nous permettra donc d'avoir plusieurs livres en gestion. Reste un dernier point concernant la manipulation un peu des images. Si nous allons dans le module livre, on ne peut plus vraiment ordonner les images comme on le souhaite. Alors que lorsqu'on reste dans le module bibliothèque, on peut facilement, là elles sont toutes sélectionnées, je vais en sélectionner qu'une. Donc il est important, comme vous voyez, de bien choisir l'endroit où on veut modifier ces photos. Il faut se trouver donc dans le module bibliothèque, dans le livre Équateur. Et là, je peux changer très facilement la disposition de mes images et de les ordonner un petit peu comme je veux. Voilà, décidément. Hop, on va se mettre ça. Je vais changer un petit peu ma disposition. Voilà. Non, ça c'est peut-être pas la peine. Voilà, je vais venir ici en bas et je peux donc changer les photos. On peut les changer aussi à partir d'ici si vous voulez, on peut les modifier. Voilà. Donc il est intéressant de procéder à cette opération dès le début parce qu'après vous ne pourrez plus le faire. Si ça c'est la page de garde, il faut la mettre impérativement, la page de couverture, il faut la mettre ici. Parce que dès qu'on va basculer dans les livres, je vais vous faire l'opération après, ça va se créer automatiquement, et donc autant que l'ordre soit préparé. Nous allons voir dans ce 4e chapitre comment créer plusieurs collections et éventuellement plusieurs catalogues, étant entendu que Lightroom ne peut gérer qu'un seul catalogue à la fois, hein, et qu'il faut créer des collections pour faire des livres, car le module livre ne fonctionne qu'avec les collections et ne fonctionne en aucun cas avec les catalogues. Donc nous allons créer une nouvelle collection, créer une collection, nous allons mettre cette collection, l'appeler livre famille. Voilà. Nous allons bien sûr la mettre en sous-dossier dans l'ensemble collection que nous avons créé et nous le créons. Voilà. Alors, il y a une photo qui se met dedans. C'est traditionnel, elle va disparaître dès que j'aurai importé mon dossier. Je vais donc importer mon dossier. Le voici. Double-clic dessus. Toutes mes images apparaissent. Je les importe. Et elles se mettent, comme vous voyez, dans une importation en cours. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va me permettre de suite de tout sélectionner et de les glisser dans ma famille. Vous voyez? Et donc, j'ai mes 76 familles, 76 images dans mon livre famille, et ici, j'ai la somme des deux. Alors, évidemment, c'est très différent, hein? Mais s'il y avait un 3e livre, un 4e livre, on aurait la somme de toutes les images qui viendraient s'additionner ici. Alors maintenant, nous allons créer un nouveau catalogue. Alors c'est très important quand on ouvre cette fenêtre, c'est de repérer et de noter par écrit le chemin
qui nous indique l'ordinateur pour retrouver tous nos dossiers qui se créent ici, car chaque fois que vous créez un livre, que vous créez quelque chose, ça va aller se stocker ici. Et de temps en temps, il faudra purger cet ensemble, car vous aurez plein de sauvegardes, plein de dossiers qui vont s'installer et qu'il faudra gérer. Donc ici, je mets catalogue, essai, formation. Voilà, donc je sais qu'il va s'installer ici, je l'enregistre. Voilà. J'espère qu'il va s'enregistrer, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nom. Je vais mettre formation. Voilà. Sauvegarder. OK. Et ça enregistre. Donc, vous voyez que mon dossier s'est bien installé. Lightroom, je ferme. Voilà. Il se réouvre et j'ai donc... il veut encore sélectionner une source, j'annule. Voilà. Voilà, vous avez vu un peu comment on pouvait créer un nouveau catalogue. Nous verrons comment, bien sûr, le retrouver. Hein, il suffira ici d'ouvrir un catalogue ou un catalogue récent. Et vous en avez plusieurs qui se sont installés. Et catalogue et ses formations. Voilà. On relance. Et ça rouvre le dossier. Donc il n'est pas facile de s'y retrouver. On tâtonne un petit peu, si vous voulez, au début, mais il est important de pouvoir retrouver tout ça lorsqu'on est dans... Vous voyez, ici je suis à 0 parce qu'il m'a rouvert un catalogue qui est à 0. Donc je vais le supprimer. On va aller en ouvrir un autre, donc par ici. Voilà. Voilà. Alors, il y a les dates. 31-10, j'en ai fait de nombreux pour les essais de cette formation, et évidemment, il suffit de double-cliquer dessus. Voilà. Continuer. Voilà. Et je retrouve automatiquement le Lightroom avec mes photos, avec l'ensemble que j'avais préparé. Vous voyez, il faut un petit peu naviguer dans tout ça pour bien s'y retrouver, sinon on se perd un peu. Mais c'est assez facile et c'est surtout très important, car au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, vous retrouvez parfaitement tous vos dossiers et tout ce que vous avez fait. Et si vous voulez les reprendre ou les modifier, apporter des améliorations, c'est tout à fait possible et c'est relativement simple. Nous allons attaquer maintenant le module livre, celui que vous attendez bien sûr, qui est l'objectif de la création de nos livres. 2 méthodes pour dupliquer le livre Équateur. La première consiste à créer une copie. Mais pour créer une copie, on ne peut pas le faire à partir du livre qui s'est créé automatiquement. Il va falloir générer donc une duplication. Donc ici, j'ai plus ma barre. On va revenir sur... nous sommes dans le livre, voilà. Ici, on va créer un livre enregistré à partir de là. Ce livre enregistré, on va l'appeler livre dupliqué. Voilà, livre dupliqué, pardon, j'étais en majuscule. On va mettre 1. Emplacement, on ne prévoit rien, on dit créer. Voilà, il va nous créer un livre. Donc, qui va se mettre ici, dupliquer. Et il se trouve que celui-là, on va pouvoir dupliquer aussi, très facilement. Ça vous montre l'utilité de la création, donc, dans le module livre, d'un livre qui a été automatiquement
créer. Alors affichage, je m'aperçois, afficher la barre d'en-tête, oui. Je ne vois plus la barre d'en-tête, copie dupliquée. Ah ben sur la copie dupliquée, on ne l'a pas. Voilà. Voilà, ça vous montre l'intérêt éventuellement d'avoir des modèles, ce qui vous permet éventuellement, dans un cas comme celui-ci, de faire 3 livres différents en fait. Avec le même, vous pouvez modifier chacun des livres et à faire 3 versions, la version dupliquée, la version copie de la duplication et la version initiale. Hein, vous gardez la version initiale en historique et puis travaillez sur ces deux-là. Voilà qui peut être intéressant. Alors ensuite, nous allons avoir 3 raccourcis clavier qu'il faut connaître, mais qui ne sont pas indispensables. Alors ici, nous sommes sur la grille, donc je vais passer en appuyant sur E à la loupe. Donc la loupe permet d'avoir une image intéressante. C, c'est la comparaison, vous avez 2 images, alors là il n'y en a aucune de sélectionnée, il suffit d'appuyer sur les touches du clavier droite et gauche pour pouvoir le faire, sinon on a aussi la possibilité de le faire ici, vous voyez, on peut travailler sur 2 méthodes pour comparer des images. Ensuite nous avons la touche N, qui est la touche d'un ensemble, hein. Donc on peut aussi avoir cet ensemble-là. Bon, après, on peut jouer toujours sur les flèches latérales pour changer les images, là-haut. Ici, on peut double-cliquer dans cette image pour avoir une image plus grande aussi. Et vous voyez qu'on est repassé dans le module bibliothèque. Lorsqu'on utilise, oui, je tiens à le préciser, lorsqu'on utilise les raccourcis clavier, on bascule automatiquement. Alors là, il y a un petit piège, et il ne faut pas être dupe, parce que si je double-clique, par exemple, si je mets l'aperçu ici, là, vous voyez, j'ai une image qui est dans le rapport 4:1. Donc c'est une très grande image, dans laquelle on peut se balader, si vous voulez, pour voir des détails, pour voir si c'est bien net. Bon, ça, c'est un outil comme un autre qui vous permet de vérifier, pour revenir à 1. Alors ensuite, quand vous voulez revenir sur l'ensemble, soit vous venez ici, vous cliquez là, soit si vous êtes en mode de comparaison, vous pouvez aussi appuyer sur la lettre G, qui est la grille, et qui vous permet de revenir, mais vous rebasculez automatiquement dans la bibliothèque, vous quittez le module livre. C'est donc bon à savoir, plusieurs méthodes pour un résultat quand même identique. Alors on a aussi dans ce module livre un truc intéressant, donc vous pouvez basculer ici avec ces flèches, vous voyez, d'une image à l'autre, mais vous pouvez, en cliquant sur couverture, atteindre directement une page. Mettons, si vous connaissez le numéro de la page, enfin de la page, oui, ce sont les pages qui s'affichent là, automatiquement, vous savez qu'à la page 55, vous avez ça. C'est encore un outil tout à fait intéressant. Alors, le panneau de droite, si vous voulez, permet d'accéder à différents sous-modules, je dirais, que nous verrons bien évidemment un par un. Comme tous les modules, bon, celui-ci doit être en mode solo, je pense, oui, moi je suis en mode solo. Si vous enlevez le mode solo, tous les panneaux peuvent s'ouvrir un par un, mais ils prennent de la place. Et vous comprenez bien que si on les ouvre tous pour travailler, c'est gênant. Donc l'idéal, finalement, c'est de rester en mode solo. C'est idem ici aussi. Hein, vous devez connaître déjà ce raccourci. Maintenant, le problème du filtre ici désactivé. Alors, si vous avez l'habitude de noter avec des étoiles vos photos, avec des légendes, bon, on peut retrouver très rapidement les photos ainsi. Ça peut être utile dans certains cas. Donc, il suffit, dans ce cas-là, d'ouvrir cette fenêtre. Et par exemple, si vous avez fait des notes, vous allez cliquer ici, vous allez voir toutes les photos qui ont des notes. Vous voyez, toutes ces photos ont des étoiles et sont notées. Le problème, c'est que peut-être vous ne voulez que celles qui ont 5 étoiles. On va mettre 5 étoiles. Voilà, on a toutes les images qui ont 5 étoiles. Si c'est 4 étoiles, eh bien c'est 4 étoiles. Mais là, vous avez des 5 étoiles. Donc il faut, à ce moment-là, préciser la note est égale à 4 étoiles. Voilà. Si c'est à 1 étoile, pareil, la note est égale à 1 étoile.
Donc ça vous permet très rapidement, grâce à ce filtre personnalisé, d'utiliser cet ensemble qui peut être pratique dans certains cas, mais il faut avoir pris l'habitude, quand on est dans le module développement, le module bibliothèque, pardon, de noter. Vous voyez, on a ici les notes, on sélectionne une photo, bon, celle-ci a une étoile, on va lui en mettre 2, voilà. Alors on peut mettre 2 étoiles ici aussi, ou 3, ou 4, c'est à vous de voir. Hein. Mais là ici j'ai une sélection qui a été faite, donc automatiquement les photos disparaissent. Hein. Voilà. Donc ça c'est une possibilité qui vous est offerte de plus pour travailler et concevoir votre travail. Bien, nous allons donc maintenant attaquer le 7e chapitre qui concerne les paramètres du livre. Les paramètres du livre permettent de définir le format, le type de couverture, le type de papier, ce qui a bien sûr une incidence sur le coût fourni par Blurd. Alors nous allons voir ça un petit peu en détail. Alors déjà, au départ, nous avons la possibilité de faire un PDF. Exporté au format PDF, nous pouvons régler un certain nombre d'éléments sur la qualité ici du dossier. L'avantage du PDF, c'est qu'il vous libère de Blurb, par exemple, et vous pouvez confier à un imprimeur votre livre. Il peut même légèrement le modifier, l'adapter, et vous le fournir. C'est un premier élément. Vous pouvez le garder bien sûr en PDF et le présenter sous forme numérique avec un disque dur, une clé USB ou tout autre moyen. Si vous êtes en JPEG, c'est pareil. L'avantage du JPEG, si vous avez un site, vous pourrez envoyer votre album sur le site pour qu'il soit consulté par vos amis ou les personnes qui ont accès au site. Bien. Par contre, si vous êtes sur Blurb, Blurb va vous donner immédiatement un prix. Alors, il est en euros. Je vous signale que si vous voulez payer en dollars ou autrement, vous pouvez. Le problème, c'est que quand il est en euros, vous voyez, il est hors TVA. Donc, il faut bien en tenir compte. Étant entendu que des fois, le prix annoncé ici est un peu surestimé, et quand vous passez commande, il vous donne un prix exact au centime près. Alors, le prix peut varier en fonction de différents critères. Déjà, le paysage, c'est-à-dire les dimensions en centimètres, plus vous allez passer sur des dimensions importantes, et plus le prix va bien sûr évoluer en conséquence. Idem pour le papier. Si vous prenez un standard, ça aura un coût moindre, vous voyez, c'est important, que si vous prenez un premium glacé, par exemple, et on monte de suite. Alors, il y a un élément aussi qui est très important sur le prix, c'est le logo. Si vous regardez, à la base, quand le logo est présent, ils vous mettent un logo en bas. C'est leur logo. Mais si vous ne voulez pas ce logo, et que vous n'en mettez aucun, c'est votre droit le plus absolu, seulement le prix, il y a 20% en plus, en moyenne. Ce qui fait quand même beaucoup pour un petit logo qui finalement n'est pas trop gênant. Alors, dernier élément important qui peut vous permettre de faire un choix, c'est en savoir plus. Alors là, il faut bien sûr raccorder Internet. Vous avez sur un site qui est malheureusement en anglais, je sais qu'il y a une version française, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Et là, vous allez pouvoir trouver des éléments techniques qui vous permettront de mieux choisir le type de livre, le type de couverture, le type de papier, etc. Donc ça, c'est une facilité, surtout si vous parlez anglais. Voilà. Nous abordons un chapitre 8 qui est très important, qui est la mise en page de votre livre. Cette mise en page peut être faite manuellement, une page par page, mais c'est préférable de commencer par les paramètres prédéfinis qui font qu'on a déjà un modèle que nous avons conçu, et il est plus facile de modifier un modèle conçu que de repartir sur 160 pages ou 40 pages d'une collection pour les modifier une par une. Enfin, c'est un choix artistique personnel.
Alors comment peut-on faire pour avoir une disposition automatique? Eh bien, il faut aller dans les paramètres prédéfinis et d'ouvrir cette fenêtre. Alors au début, la première fois que vous l'ouvrirez, elle sera vide, évidemment, puisque vous n'aurez conçu aucun modèle. Alors pour modifier les paramètres prédéfinis de la disposition automatique, on ouvre l'éditeur de paramètres prédéfinis de disposition automatique. Alors là ici, vous retrouvez d'ailleurs la même fenêtre qui vous permet de choisir. Moi par exemple, si je préfère ce modèle de famille, eh bien je prends ce modèle. Et on peut le modifier. Et à ce moment-là, on peut à chaque fois revenir sur ces paramètres prédéfinis pour l'adapter comme on veut. Alors, on a deux fenêtres, chacune correspondant à la page de droite et la page de gauche. Et là, nous allons pouvoir faire des dispositions, d'ailleurs c'est marqué, vous voyez, page de droite, page de gauche, on peut faire des dispositions fixes, aléatoires à partir des favoris. Là, nous verrons ce problème des favoris, parce que quand, vous voyez, quand on clique là-dessus, on a juste la possibilité au départ de mettre 1, 2, 3 ou 4 photos. Nous reviendrons sur ce problème de favoris dans le chapitre 9. Donc ici, ça peut être vide, bien sûr. On peut avoir envie de des pages blanches pour y faire, par exemple, écrire des textes, c'est possible. Identique au côté droit, à ce moment-là, on obtient la même chose. Et là, ici, il n'y a rien, mais on saura que ça sera identique à là. Où on peut une disposition qui est personnelle, différente des deux côtés. Donc ici, par exemple, j'ai choisi une photo, mais on peut mettre 4 photos si on souhaite. Voilà, 4 photos. Vous voyez, on a la possibilité, avec cette liste, soit de rester en favori, et là nous verrons dans le prochain chapitre le favori, une page personnalisée ou des pages déjà créées pour les mariages, par exemple. On a des modèles qui sont donnés, bon, qui plaisent ou qui plaisent pas. Après, on choisit ce qu'on veut. Donc tout un choix qui est vraiment personnel et qui permet donc de faire à chaque fois un livre différent. Alors, ensuite, on a ajuster. Alors, ajuster, l'image est calculée dans ce cas-là sur le bord le plus long. Donc, c'est un choix. Moi, souvent, je mets ajuster, mais on peut aussi mettre remplir. Et à ce moment-là, si on remplit à 100%, la case quitte un petit peu à rogner sur l'image. On a exactement la même chose sur l'autre page. Personnellement, je préfère ajuster. Ensuite, on coche correspondance du bord large, quand on est dessus, voilà, remplir. Alors, il faut être en ajusté, bien sûr, pour que ça marche. Ajouter du texte aux photos, oui, bien sûr, ce sont des choses que moi, personnellement, j'aime bien. Aligner avec la photo, oui, aussi, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Voilà, donc après, on peut, effectivement, j'ai mis ici plusieurs photos, ici j'ai mis une photo, je peux enregistrer, alors là, ici, j'ai mis famille 1.1 modifié, mettre à jour les paramètres, je peux soit créer une nouvelle page, donc à ce moment-là, on va avoir un nouveau nom, je vais mettre, en l'occurrence, disposition fixe. Plus, là aussi c'est plus une photo. Une photo droite. Bon, ça après, on crée le titre qu'on veut. Là, on a vraiment un nouveau paramètre qui va se créer. Je ne modifie pas celui-là. Si j'avais voulu le modifier, j'aurais simplement fait une mise à jour. Je crée et je vais retrouver ici disposition plus une photo. Vous voyez, vous l'avez là automatiquement qui s'est mis en place. Voilà. Alors on peut faire, je peux changer si je veux. Alors une fois qu'on a changé par exemple ici une photo par page, on voit que ça n'a rien changé. C'est pas grave. Vous effacez le livre, voilà, et vous lui dites de créer un livre. Et voilà, il m'a changé totalement mon livre. Alors là, ça devient intéressant parce que j'ouvre mes collections.
Là, je suis donc sur l'équateur. Alors, vous voyez, j'ai rangé dans l'équateur, dans le dossier, une copie du livre, équateur, la copie d'origine, et j'ai trois modèles en fait de livres, et je peux faire ainsi 3 présentations différentes simplement en changeant les dispositions ici. Il suffit de revenir ici, voilà. Là, je vais donc effacer. Donc là, je vais donc changer une photo par page. Je vais mettre essai favori. Donc je vais mettre disposition plus qu'une photo à droite. Voilà. Je vais donc effacer. Voilà, j'efface ma disposition et je repars sur une nouvelle présentation. Donc là, c'est infini, hein. On fait ce qu'on veut. Alors évidemment, sachant à chaque fois le nombre de pages. Il est évident que si on met dans ce modèle-ci, j'ai 174 pages, alors que dans ce modèle-ci, je n'ai plus que 52 pages. Donc le prix aussi évolue considérablement en fonction du nombre de pages. Voilà pour la disposition automatique. Nous allons voir maintenant, dans le prochain chapitre, comment faire des favoris. Nous passons maintenant à la mise en page manuelle, contrairement à ce que nous venons de voir, qui était une mise en page automatique. Ce chapitre 9 est donc très important, car c'est lui qui va vous permettre de composer, personnaliser votre livre, et faire en sorte qu'il corresponde à vos goûts et à votre créativité. Donc, comment faire pour utiliser cette mise en page manuelle? Eh bien, il suffit de sélectionner. Donc là, ici, je me suis mis en mode, bon, je pourrais être en mode comme ceci, si vous voulez, et faire ça. Je me mets en mode 1, ou voire même en mode d'une page. Après, on peut choisir la page qu'on choisit, qu'on veut. Voilà. Donc, on a une mise en page ici, on a 2 photos, 2 images, et on se dit qu'il serait intéressant, peut-être, d'avoir 3 photos. Bon, on passe sur 3 photos, et là, bien sûr, à ce moment-là, il faudra ramener une photo qui correspondra à votre goût. Si celle-là ne vous convient pas, vous pouvez encadrer votre image. Vous voyez, vous avez la possibilité. En même temps, vous remarquez une chose, c'est que sur le film en bas, vous avez un et ici 2. 2 correspond aux 2 photos que j'ai là, tout simplement. Donc, d'un premier coup d'œil, ici, à la fin de votre livre, vous apercevez qu'il y a des 2, des 3 ou des 4, ça voudra dire que vous avez volontairement ou involontairement utilisé 2 ou 3 fois la même photo. C'est une indication importante. Alors, ensuite, nous avons la possibilité de déplacer la photo à l'intérieur. Vous voyez, on peut lui changer le zoom. Si vous avez mis un zoom comme ceci, par exemple, on a 2 photos identiques, mais en fait qui sont éventuellement différentes dans la présentation. Vous voyez, donc on a plein de possibilités qui permettent, vous voyez, de zoomer et de changer totalement la photo. D'où l'intérêt des fois d'avoir 2 photos identiques. On a une photo où on veut faire apparaître un détail et on veut aussi faire apparaître la totalité. Donc on peut, je résume, changer ici la totalité de la personnalisation de la page. On peut ensuite, à l'intérieur de cette page, modifier, changer. Vous voyez, on peut même la changer voilà. On manipule comme on veut. Quand on clique dessus, on a la possibilité d'avoir un zoom plus ou moins important. Ce sont des dispositions tout à fait intéressantes. Bien, nous allons passer maintenant, comme je vous l'avais dit, aux favoris. Alors, pour les favoris, on s'aperçoit ici, d'ailleurs, quand je change la disposition change. Et ça, c'est la disposition favori. Il y a 2 façons de la changer, soit en passant par là, soit en passant par ici. Et ça revient au même. Si je fais ça, vous voyez, je rechange la disposition. Voilà. Et donc ici, j'ai les 3 textes que nous verrons les textes après, dans la cellule type et texte.
qui permettront de préciser ce point. Alors, je vous ai dit que les favoris pouvaient être liés à la disposition automatique. Alors, il faut pour ça, au préalable, dans disposition automatique, vous voyez, j'ai mis essai favori aléatoire, nous allons rentrer dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai prévu déjà des paramètres prédéfinis aléatoires et favoris. Tout simplement en se mettant dans les favoris. À partir de là, je peux choisir 1, 2, 3 ou 4 photos. Ça, c'est à moi de voir. Bon, ici, je vais en mettre 4 par hasard. On n'est pas obligé. On peut aussi ici avoir des dispositions fixes. On peut être aléatoire d'un côté, disposition fixe. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous avez vraiment un choix considérable de possibilités. Donc, je vais mettre 2 photos ici. Ici, j'ai prévu une photo. Je modifie mes paramètres. Donc là, j'ai modifié mes paramètres. Mes photos, donc je suis toujours sur mon livre, j'efface ma disposition et je crée disposition automatique aléatoire. Alors, on ne sait pas ce qui va sortir quand c'est aléatoire. Hein. C'est l'ordinateur qui, si vous faites 3 fois la manip, vous aurez 3 dispositions différentes. Donc là, vous voyez, j'ai une disposition film, parce que j'avais fait déjà une disposition film au préalable. Et j'ai des mouvements d'image, 3, 2, 1, 0. Vous voyez qu'on a vraiment un choix énorme et des possibilités énormes. Alors, bien sûr, je pourrais, si je le souhaitais, supprimer cet aléatoire, carrément. Pour supprimer, eh bien, il suffit de venir ici, supprimer le favori aléatoire. Voilà, je le supprime. Hein. Donc là, ici, j'ai supprimé celui-là. Je vais le recréer. Alors ici, je vais prendre 3 photos. Je vais prendre 3 photos, là. Donc là, maintenant, j'enregistre un nouveau. Donc, essai. Alors, favori, essai favori. Essai favori aléatoire. Voilà, je crée. Je reviens, donc il se met automatiquement en place. J'efface ma disposition. Je recrée pour voir ce qui va se passer. Et voilà, j'ai encore une disposition aléatoire qui se crée. Alors, par exemple, si ce film-là, ici, ne me plaît pas, hein, ou celui-ci, par exemple, il est simple de le changer. Hein, je peux revenir à ça. Il n'y a aucun problème. On peut donc faire soit de l'automatique, hein, si par exemple ça ne vous plaît pas, et vous pouvez même supprimer la page si on veut. Hein. Donc vraiment un choix considérable pour travailler dans la mise en page. Nous abordons maintenant le chapitre 10 concernant les repères et les cellules. Alors, qu'est-ce que les repères? Les repères, c'est tout simplement, ce sont des indicateurs à la mise en place des textes et des images. Ils indiquent les emplacements précis que vous pouvez utiliser. Alors, vous avez ce qu'on appelle les fonds perdus. Les fonds perdus, on les active en général. Ce sont des zones qui peuvent être coupées. Alors, vous voyez que si je coupe, on ne voit pas, alors que là, on voit bien la zone qui peut être coupée. Hein. Donc, si vous mettez une image ou si vous mettez du texte dans cette partie-là, ça ne se verra pas. Vous avez ensuite une zone pouvant contenir du texte. Donc là, vous voyez, hein, j'ai pris des textes. Là, ici, là, ce sont les cellules des photos qui sont indiquées. Et ici, vous voyez une zone que je viens d'ajouter du texte. Hein, nous allons regarder ça après dans les textes, mais vous voyez qu'ici, vous avez une zone dans laquelle vous allez pouvoir écrire avec le du texte, quoi. Voilà. Hein.
vous avez la cellule photo donc, et le texte de remplissage qui va pouvoir se mettre ici sous différentes façons. En règle générale, on garde, c'est ce que je fais, ces 4 zones affichées. Alors ensuite, nous allons passer à la cellule. Alors la cellule, c'est pareil. Hein, c'est très intéressant de garder en général tout lié. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne une image comme celle-ci. Celle-ci, elle remplit la cellule. Donc si je veux donc modifier, vous voyez, et personnaliser en quelque sorte, donc à droite, par exemple, je vais la mettre comme ceci. Alors je vais délier parce que si tout est lié, on ne peut pas travailler. Voilà, on peut la déplacer sur le côté, hein, on peut déplacer le bas. Vraiment, on peut vraiment personnaliser son image, faire en sorte qu'elle soit cadrée comme on le souhaite pour faire des présentations dynamiques. Idem pour celle-ci si je veux. Voilà. On peut la décaler sur le côté, sur le haut, sur le bas. Voilà. Donc à l'intérieur d'une cellule, vous avez, grâce à cet ensemble, on peut tout lier, d'ailleurs souvent c'est ce que je fais, et on remet tout en place. Donc, personnaliser ou pas votre image. Alors évidemment, on modifie les dimensions de l'image, mais on peut encore utiliser derrière, bien sûr, le zoom, hein, sans aucune difficulté, hein, sur toutes les photos, faire apparaître plus ou moins un visage au sein d'une photo. Donc ça devient très intéressant de personnaliser tout ça. Donc là, on est vraiment dans un domaine artistique qui vous est personnel. Nous abordons maintenant les textes et les légendes dans ce chapitre 11. Je vais déjà faire un petit rappel sur les pages. Ici, dans les pages, je ne vous ai pas indiqué qu'on pouvait numéroter les pages. Et elles se numérotent automatiquement, vous voyez, à l'endroit que vous souhaitez. Donc, dans le coin supérieur, le coin inférieur, ou tout autre emplacement, le bas, vous voyez, au milieu. Donc, vous avez la possibilité de les numéroter sur le côté. C'est très intéressant et c'est très pratique d'avoir une numérotation de page parce que si vous avez un sommaire, vous allez pouvoir dans le sommaire rappeler cette numérotation. Alors maintenant, nous allons attaquer les légendes. Les légendes, comme vous voyez, ajouter du texte aux photos, vous l'avez en bas, et ça vous permet, cet encadrement, de faire une légende. Donc nous allons revenir dans les textes. Vous avez donc ici la possibilité, quand vous sélectionnez la page, vous voyez texte de la photo, titre, légende. Donc on peut ici, comme vous le voyez, écrire un certain nombre de choses. Hein, je suis assez fort en français, donc il n'y a pas de problème. Hein, je connais mon ABC. Bien, donc on peut faire autant de lignes qu'on veut. On peut les supprimer, les modifier et donc avoir la possibilité d'écrire ce qu'on nous souhaite. On peut aussi mettre cette légende et la positionner à d'autres endroits que le bas. On peut les mettre en haut. On peut même, si l'on souhaite, on peut tirer ça. Hop, là, attendez, la main, voilà, on peut la mettre à un endroit qu'on souhaite, sans aucune difficulté, et le texte sera à l'endroit où vous le souhaitez. Voilà, donc je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Dans certains cas, vous voyez, on n'a pas de légende sur la photo, donc dans ce cas-là, il faut sélectionner la photo et lui indiquer qu'on veut une légende. Vous voyez, il n'y en a pas. C'est souvent le cas quand on a. Alors maintenant, vous voyez, ça y est, la légende est là. Je peux le faire sur cette image, c'est pareil. Il faut indiquer et lui demander qu'on veut mettre une légende.
Hein, donc c'est un petit détail, mais c'est toujours bon à savoir. Bien, voilà, donc on peut mettre des légendes même sur des pages qui n'ont pas été, où ça n'a pas été prévu. Alors bien entendu, on a aussi des pavés de texte. Alors dans un pavé de texte, pareil, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, et là, il n'y a aucun problème, on peut effectivement aussi changer la couleur. Je vous montrerai ici comment la changer, on peut le faire maintenant si vous voulez. Voilà, là ici c'est en rouge, voilà, on clique ici et on peut changer sa couleur, choisir une autre couleur sans aucun problème, sauf qu'il faut au départ, comme dans tous les cas de figure, faire un CTRL A pour sélectionner ces images, et là, à ce moment-là, vous pouvez les changer sans aucun problème. Voilà. Donc, une certaine facilité à utiliser ces pavés. Alors, bien sûr, nous n'avons pas la prétention dans Lightroom de faire la même chose que dans un logiciel de traitement de texte. Les possibilités sont beaucoup plus limitées, mais elles sont suffisantes pour bien travailler. Donc là, je vais vous indiquer quelque chose d'un peu plus délicat. Ce sont les légendes. Donc quand vous avez sélectionné par exemple cette photo et que vous voulez mettre une légende, disons qui est prévue dès le départ, nous allons avoir la possibilité, en allant dans la bibliothèque, là il faut aller dans la bibliothèque, il faut aller dans les métadonnées. Alors j'ai ma photo qui est ici, là, je vais la mettre en gros plan. Voilà, j'ai donc un Indien avec un fouet, donc je vais pouvoir mettre un titre, Indien, avec fouet. Voilà, je peux mettre donc un titre, légende, fête, c'était une fête, fête indienne. Bien, donc là j'ai mis une légende, j'ai mis un titre, il y a des données, des métadonnées, ok, bien, je reviens dans le module livre, voilà, donc on sélectionne la photo, je vais avoir, c'est l'antype peut-être, je ne trouve pas ma légende, c'est bizarre, normalement, un petit problème là, voilà, légende, je l'ai là. Alors légende, si je mets par exemple le titre, Indien avec fouet, si je mets autre chose que le titre, je mets, qu'est-ce que j'avais mis, légende. Nous pouvons donc modifier, ici j'ai mis livre Équateur, donc c'est parce que c'est le nom du fichier, mais si je veux le nom de la séquence, voilà, j'ai le numéro de séquence. Si j'ai mis une légende, ben j'ai la légende, et ainsi de suite. On peut mettre un texte personnel, on peut mettre le titre, Indien avec fouet. Voilà, alors si l'on veut supprimer, il suffit pour ça simplement de décocher. Hein. C'est vrai aussi pour quand on fait un texte ici. Pour le supprimer, ben c'est pareil, il suffit de décocher ici et on peut repartir sur un nouveau texte. Et bien que celui-là, vous voyez, il est resté. S'il est resté, on peut aussi le supprimer en le sélectionnant CTRL A et suppression. Donc plusieurs méthodes classiques, si vous voulez, que vous connaissez certainement. Dans ce chapitre 12, nous allons maîtriser la typo. Mais ainsi que je vous l'ai indiqué, nous ne sommes pas dans un logiciel de traitement de texte, mais enfin quand même, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Pour bien vous montrer ce qui se passe, je vais créer une page, je vais ajouter donc une page. Cette page-là, je vais la traiter avec une page de texte. Je vais choisir un texte complet. Donc là, j'ai une page de texte avec le cadre habituel. Je vais la mettre
en disposition grande. Et là, je vais faire un copier-coller. Je pourrais écrire, bien sûr. On peut écrire si on veut. Hein, je vais écrire quelque chose que je connais bien. Hein, je ne me tromperai pas. Voilà. On peut écrire un premier texte. Mais on peut aussi, en allant sur Internet, je vais donc ouvrir Internet. Alors, il faut être lié à Internet, hein, c'est évident. Je vais sur l'Équateur. Hein, je me dis que sur l'Équateur, je vais trouver des trucs intéressants. C'est un pays passionnant. Donc l'Équateur est une forme de république. Je sélectionne le texte. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Je fais un CTRL-C. Je reviens directement dans mon texte et je fais un CTRL-V. Et voilà. J'ai mon texte qui est automatiquement installé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur ce texte? Bon, si je fais un CTRL-A et je change comment dirais-je, la police, vous voyez que là on est en Myriad Pro, mais vous voyez que j'ai quand même quelques polices en réserve et que je peux m'amuser à mettre beaucoup de choses. Inutile de vous dire qu'on est gâté. Donc, aucun problème pour changer la police. J'ai pris celle-là, elle me plaît bien. Donc maintenant, je peux modifier la couleur, hein, comme tout à l'heure. Donc on va pouvoir mettre du bleu, du rouge, du jaune. Bon, le jaune, on ne voit pas très bien, donc on va mettre un peu de rouge ou un bleu noir. Voilà. La couleur est facile à changer. La taille des caractères, comme vous voyez, peut être modifiée. Hein. Donc il faut choisir la... Alors on peut choisir en tapant ici, je vais taper 20, ça va peut-être être bon, voilà, ça commence à devenir intéressant. Voilà, on peut modifier l'opacité, plus ou moins fort, plus ou moins transparent. L'on peut faire une approche différente. Hein. Bon là, vous voyez qu'on peut agrandir le texte. Ligne de base, bon ça on peut modifier effectivement. L'interlignage comme toujours pour écarter les lignes si on pense que c'est. Alors, on peut faire une approche un peu plus petite. Voilà. Le crénage, bon là le crénage il n'y en a pas beaucoup donc c'est pas la peine. Un interligne auto si on veut. On peut décentrer le texte, hein, ou le recentrer, ou le mettre sur le côté. Bon là ce sont des pratiques tout à fait classiques du traitement de texte. Comme vous voyez, c'est relativement simple à faire et ça ne pose vraiment aucun problème. Alors, il y a un petit détail qui est important, auquel on ne fait pas souvent attention. Voilà, j'ai mis mon texte, bon là on voit qu'il n'est pas en entier, mais vous avez un petit carré ici. Et quand ce petit carré est là, ça montre qu'il y a un problème. Et qu'effectivement une partie du texte a été supprimée. Donc il faut à ce moment-là revenir sur la taille, hein, et faire en sorte que, alors, toujours pareil, CTRL-A, revenir sur le texte, vous voyez le petit carré a disparu, donc ça c'est un petit détail, il est revenu, donc je suis trop grand, je vais me mettre à 20, voilà, 20, bon le petit carré. Alors on peut bien sûr, si on veut rajouter du texte, on peut en rajouter, hein, autant qu'on veut. On peut, s'il y a des choses qu'on veut supprimer dans le texte, hein, on peut le supprimer. Bref, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc vous pouvez modifier le texte après coup et le personnaliser en quelque sorte. Alors vous pouvez aussi faire des colonnes, 2, 3 ou rien. Et si vous voulez que ça soit présenté autrement, les gouttières étant la séparation entre les deux colonnes. Alors on peut en mettre 3. Le petit carré n'est pas là, donc a priori tout est bon. Mais X, Pierre Delannoy, ok, voilà, tout est bon. J'ai rempli ma page de texte d'une autre façon, notre présentation. Donc un point important, c'est qu'on peut aussi modifier, comme vous voyez, j'ai modifié ici la Colombie, je l'ai fait ressortir. Donc je peux faire ressortir aussi mon nom, pourquoi pas. Hein, on peut, vous voyez, changer la taille simplement en modifiant ça.
Donc ici, je vais changer la taille de mon nom, je vais changer la couleur, on va mettre du vert, un vert plus profond, voilà, et bien sûr, là je vais même mettre une majuscule, voilà. Donc vous voyez, on a des possibilités quand même qui sont très intéressantes. On peut aussi, quand on a sélectionné, déplacer l'interlignage et surtout la ligne de base. Vous voyez, on peut vraiment utiliser tous les éléments qui sont ici pour faire une présentation personnalisée. Voilà. Donc on peut travailler un texte comme ça, très simplement, pour mettre en valeur des éléments qui vous paraissent intéressants et importants. Alors, dernier point, comme à peu près partout, on peut, si l'on souhaite, enregistrer des paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Donc ça, c'est une possibilité qui vous est offerte, mais bon, honnêtement, dans ce domaine, je pense qu'il est intéressant de personnaliser les paramètres de chaque texte en fonction justement du contenu. Voilà, nous avons terminé ce module. Il ne nous reste plus qu'à regarder le problème d'arrière-plan que nous allons attaquer dès maintenant. Eh bien, nous allons donc terminer cette formation par le sous-module appliquer l'arrière-plan. Hein. Donc ici, on va déjà décocher cette case pour ne voir qu'une seule possibilité. On va utiliser une photo comme celle-ci, on va recréer un texte, pourquoi pas. Donc ici, on va mettre une page de texte, voilà, celle-là par exemple. On va rechercher un texte sur Internet. Voilà. On va reprendre un petit texte, on va reprendre celui-ci par exemple. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, voilà, nous avons notre texte, on va l'agrandir un petit peu, on va le mettre en solo, voilà. Hein? Donc ça, ce sont des manœuvres maintenant que vous connaissez bien, CTRL-A, voilà, on a le petit carré, donc c'est qu'on est trop grand, on va se mettre à 30, pardon. Voilà. Très bien. Donc là maintenant, nous allons travailler l'arrière-plan. Alors là, ici, il y a un petit piège. C'est au départ, il faut sélectionner une image pour tester un petit peu. Et quand vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez l'étendre à d'autres images, voire la totalité. Mais il faut éviter de cocher cette case. Donc la première chose qu'on peut faire, si vous voulez, hein, c'est de mettre effectivement... Donc sélectionner la page, sélectionner une couleur d'arrière-plan, voilà ici. Voilà, il faut sélectionner ici, voilà, pardon. Alors là ici, bon, les couleurs, il y a plein de couleurs qu'on peut mettre. Moi je vais aller mettre une couleur, j'ai un vieux papier, tiens. Un vieux papier, voilà, ça m'intéresse. Voilà, donc je peux m'arrêter là. Mais on peut aller beaucoup plus loin et considérer qu'il y a plein d'autres possibilités qui sont tout à fait légitimes. Je vais essayer de trouver une photo qui m'intéresse. Non, pas celle-là, je ne vais pas toucher celle-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, on est en fin de course. Voyons voir. Voilà, allez, on va prendre ce brave paysan et on va le glisser ici. Voilà. Donc on voit qu'il apparaît en fond et ça c'est un problème d'opacité.
si j'augmente l'opacité, vous voyez qu'on peut très facilement refaire un texte sur un personnage, sur une image, sans difficulté, en modifiant, bien entendu, l'opacité pour donner un effet personnel. Ça, c'est quand on a une photo. Mais on peut aussi, en dehors des photos, prendre des cartes. Vous voyez, on a des cartes, on peut mettre une carte. Bon, c'est pas terrible, mais c'est les images que nous donne Lightroom. On peut mettre mariage, on peut mettre, ça j'aime bien, on peut. Alors bien entendu, on peut aussi changer la couleur, pareil, hein, non ça c'est la couleur d'arrière-plan, pardon, excusez-moi, je vais revenir sur mon petit jaune. C'est la couleur ici, voilà, bon. Pareil, on peut augmenter ou diminuer l'intensité de ce rouge en fonction de vos critères. Donc voilà, plein de possibilités. Quand vous avez fait, comme c'est mon cas ici, une erreur grossière, vous avez mis des photos un peu partout, tout est sélectionné, il suffit simplement de décocher graphique et couleur, sauf si la couleur vous plaît, vous la laissez, vous décochez et vous revenez à 0. Donc c'est quand même à manœuvrer, et c'est là que les différentes copies sont intéressantes, car ça vous permet d'avoir une copie d'essai sur laquelle vous travaillez, et des copies protégées en quelque sorte. Et quand vous avez bien trouvé ce qui était intéressant, eh bien vous n'avez plus qu'à le mettre en œuvre sur le projet, je dirais, définitif. D'ailleurs, on pourrait ici, même pour éviter toute erreur, le renommer et dire livre version finale. Ce qui vous permettrait comme ça de travailler sur les deux autres versions qui seraient des versions d'essai et ensuite de terminer avec celle-là. Alors d'une façon générale, de toute façon, le seul conseil que je vous donne sur ce type de présentation, c'est de rester sobre. C'est la meilleure possibilité.